Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station événement avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Ouais. Alors, l'actualité internationale est marquée par quoi? On va essayer de revenir sur les événements qui sont déroulés hier en Guinée-Bissau. Il faut avouer que jusqu'à à peu près hier en soirée, la situation était encore assez confuse là-bas, puisque on a appris que dans la capitale, dans la journée, le président Embalo Sissoko, Sissoko Embalo a déjoué, a fait l'objet d'une tentative de coup d'État, puisque ça c'est maintenant, au moins on est clair sur ce point-là, puisque le président guinéen et bissau-guinéen avait posté une vidéo sur son compte Facebook dans lequel il expliquait que la tentative de coup d'État qui visait à faire tomber son gouvernement, l'ensemble de son cabinet a été déjoué. Alors maintenant, c'est la quatrième tentative en un an et demi en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est quand même assez inquiétant. Mais lorsque l'on regarde lorsqu'on regarde de plus près, il faut bien que les auditeurs comprennent que même s'il y a des similitudes sur les causes, je le dis, les mêmes causes posant les mêmes effets au Mali et au Burkina Faso, pour le cas de la Guinée-Bissau, ce n'est absolument pas. Jean-Paul, en 2021, il y a eu, je ne sais pas si, il y a eu un coup d'État en Guinée-Conakry. Oui. C'était en 2021 ou en 2020? En 2020. En 2021, pardon. Voilà, il y a eu un coup d'État en Guinée-Conakry. En 2020, c'était au Mali. Il y a aussi eu un coup d'État au Mali. Voilà, début ça c'est en 2022, coup d'État au Burkina Faso. Oui. Là, février 2022, tentative de coup d'État en Guinée-Bissau. Oui. C'est chaud dans la zone quand même. Oui, mais je pense que pour ce qui concerne la Guinée-Bissau, je crois que les putschistes ont voulu se servir de justement cette actualité-là qui mettait en avant des coups d'État à répétition dans cette région-là pour tenter de déstabiliser le gouvernement d'Umaro Sissoko Embalo. Il faut savoir que la Guinée-Bissau, par exemple, ne fait pas, même si la Guinée-Bissau fait face à de graves problèmes sécuritaires, mais ces problèmes sécuritaires-là ne sont pas liés à la menace djihadiste. Les problèmes sécuritaires auxquels font face la Guinée-Bissau sont dus à des problèmes d'organisation interne. Il faut savoir que la Guinée-Bissau, c'est d'abord un pays qui, depuis son indépendance en 1974, avait déjà connu, avant ce coup d'État, 9 tentatives de coup d'État ou coup d'État. Et donc, le dernier coup d'État qui avait été tenté en 2012 avait évidemment vu une chose de totalement inédite, c'est-à-dire que le président Vieira à l'époque et son chef d'état-major avaient été assassinés. Et donc, jusqu'aujourd'hui même, on ne connaît pas les circonstances dans lesquelles, évidemment, le président Vieira avait été assassiné et ni les commanditaires ni les auteurs jusqu'à présent n'ont été arrêtés. Mais il faut aussi savoir que la Guinée-Bissau, dans son fonctionnement, elle souffre d'un problème, c'est-à-dire la place de l'armée dans la nation. Il faut savoir que en Guinée-Bissau, l'armée occupe une place quasiment privilégiée, puisque le président même actuel, M. Umbaro Sissoko Embalo, c'est un ancien général à la retraite qui a décidé d'entrer dans le monde civil et dans le monde politique. Donc, d'où part cette tentative de coup d'État, il semblerait, selon les premières investigations que l'on a pu avoir, que la colère d'une partie de l'armée, donc des mutins, viendrait du fait qu'il avait décidé de remanier son gouvernement la semaine dernière. Et ce remaniement-là avait dû certainement ne pas correspondre aux aspirations d'une partie de l'armée. Et donc, ces derniers avaient donc décidé de l'événement, à savoir l'organisation de ce conseil de ministres extraordinaire, puisque là, l'ensemble du gouvernement était concentré au même endroit pour faire leur tentative. Alors, il semblerait que ce n'est pas toute l'armée ni la police qui l'a suivi, même s'il y a eu de nombreux morts au cours des échanges de coups de feu entre les mutins et les militaires qui sont restés loyaux. Pour le moment, on n'a pas de chiffres officiels, mais le président Umbaro Sissoko Embalo a déjà fait savoir, via cette vidéo qu'il a postée hier, qu'un certain nombre de hauts officiers ont déjà été arrêtés. Alors, maintenant, restera à savoir si, évidemment, le gouvernement là va essayer d'investiguer et d'investiguer pour connaître les auteurs, les commanditaires de ce putsch et les livrer à la justice. Ça encore, rien n'est moins sûr, parce que lorsque l'on regarde les classements en matière d'équité, en matière d'organisation et de fonctionnement de la justice, malheureusement, la Guinée-Bissau est l'un des pays les plus mal classés au monde. Il y a un problème
non seulement, comme je l'ai dit, le fait que l'armée occupe une place bien au-delà de ce qu'une armée normale devrait faire, c'est-à-dire que c'est une armée qui a un rôle dans la politique, qui gère un certain nombre d'activités économiques. Et donc, et à chaque fois, en Guinée-Bissau, il y a la particularité qu'il y a en réalité, quand on regarde les choses, il y a une cogestion du pays entre le gouvernement civil et les militaires. Donc, c'est ça, en fait, le chef d'état-major des forces armées là-bas, il gère le pays avec le président de la République. Et donc, lorsque les deux hommes ne s'entendent pas, c'est-à-dire le président de la République et le chef d'état-major, eh bien souvent, on arrive à la guerre civile. On se rappelle, par exemple, le coup d'État de 1998, d'avril 1998, c'était que le général Ansoumane Mané, lui, était en total désaccord avec le président de l'époque. Et donc ça avait entraîné, ça avait fait basculer le pays dans une violence, et le pays avait mis 10 ans dans la violence. La Guinée-Bissau, durant les années 90, a connu 10 années de guerre civile. Et ces 10 années de guerre civile ont fait qu'aujourd'hui, ce pays reste l'un des plus pauvres de la planète. Et c'est ce qui en fait également qu'à partir du début des années 2000, selon certaines organisations internationales, parfois en complicité avec l'armée, la Guinée-Bissau est devenue une plaque tournante du trafic de la cocaïne dans cette région-là. Donc la cocaïne transite par l'Afrique de l'Ouest, ça on le sait, par la Guinée-Bissau, pour ensuite aller en Europe. Et donc, ça vient d'Amérique latine, ça passe par la Guinée-Bissau et ça va en Europe. Et donc, évidemment, ça avait entraîné la colère notamment des bailleurs de fonds internationaux, des soutiens économique de la Guinée-Bissau, dont, par exemple, l'Union européenne. On se rappelle que, par exemple, en 2014, l'Union européenne avait même décidé de retirer la totalité de sa délégation là-bas et retirer la totalité de son aide parce qu'elle estimait que le gouvernement ne faisait pas assez d'efforts pour lutter contre le trafic de drogue, pour arrêter les hauts officiers qui sont responsables de ce trafic de drogue-là, et les juges aussi qui laissaient planer cette espèce d'impunité-là. Donc c'est un pays qui n'a pas de problème lié à la menace djihadiste, mais qui a des problèmes liés à son organisation, à sa structure interne. Et je pense que les mutins ont voulu saisir l'opportunité liée à l'actualité internationale dans la zone, à savoir cette multiplication des coups d'État, et essayer de régler des comptes au général, au président Sissoko Umaro Mbalo, pour évidemment le fait qu'il n'ait, semble-t-il, faire un maniement ministériel qui n'a pas du tout été au goût de certains généraux de l'armée bissau-guinéenne. Donc, c'est une tentative, oui, mais lorsqu'on regarde dans le fond, ce ne sont absolument pas les mêmes causes que celles que l'on a pu voir au Mali ou au Burkina Faso. Mais c'est toujours la CEDEAO. Oui, mais c'est toujours la CEDEAO, malheureusement. Il manifeste une instabilité institutionnelle depuis un bon bout de temps. Bon, mais malheureusement, c'est dans la structure même des États, dès lors que... Et ça aussi, maintenant, il y a une question. Est-ce qu'en Afrique, la prise du pouvoir par les armes reste le seul moyen de réformer les États ou de réformer les systèmes politiques? Alors, certains vous diront oui, d'autres vous diront non, mais les faits sont là. Il semblerait que lorsqu'on regarde, par exemple, quand on regarde la Guinée-Conakry, on regarde le Mali, on regarde le Burkina Faso, dès lors qu'il y a une cassure entre le gouvernement, donc entre l'élite politique qui est au pouvoir et le peuple, eh ben, dès lors qu'il y a cette perte de légitimité-là, en général, qu'est-ce que l'armée fait? Eh ben, l'armée se saisit de l'occasion pour prendre le pouvoir. Or, en général, lorsque l'armée commence à prendre le pouvoir, il y a deux choses qui se produisent. La première, c'est que l'armée prend goût au pouvoir et donc elle outrepasse maintenant son rôle régalien de l'État. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut plus la lui arracher. C'est-à-dire que même si on remet le pouvoir à un civil, il y a souvent des tractations secrètes que l'on ne connaît pas, mais qui font qu'en échange de cette rétrocession du pouvoir à un civil, en général, qu'est-ce que font les civils? Ils font beaucoup de concessions, et c'est généralement des concessions sur le plan économique. Ça, on le voit partout. Il n'y a pas qu'en Afrique. Si vous regardez l'histoire des pays asiatiques qui ont aussi connu cette situation, si vous regardez l'histoire d'autres pays un peu plus proches, dans le monde entier, c'est toujours comme ça. Donc, c'est la raison pour laquelle il vaudrait mieux que, dans un monde parfait, il serait préférable que l'armée n'accède pas au pouvoir. Malheureusement, une fois qu'elle y a accédé, ça je l'ai dit, c'est malheureusement ces scénarios-là auxquels on assiste. Mais en général, et ça les faits le prouvent, quand vous regardez en Guinée-Bissau, quand vous regardez au Mali et au Burkina Faso et même en Guinée,
qu'est-ce que l'on voit? C'est que l'on voit des manifestations de liesse générale, on voit des manifestations de soutien à l'armée lorsque l'armée prend le pouvoir, mais ça c'est dans les cas où évidemment il n'y a plus de légitimité de la part, quand la population ne reconnaît plus la légitimité du président. Je te prends un exemple, en 2015 quand le général Gilbert Diendéré, qui était l'ancien chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré, avait tenté de reprendre le pouvoir après la chute de Blaise Compaoré en 2014, ce sont les populations qui avaient empêché ce coup d'État-là parce qu'elles étaient descendues massivement dans la rue et elles avaient mis un terme à cette tentative de coup d'État-là. Or, 7 ans plus tard, en 2022, l'armée reprend le pouvoir et cette fois-ci, c'est cette même population-là qui soutient l'armée. Donc, c'est pour dire qu'il n'y avait plus, du point de vue de cette population, il y avait déjà une cassure entre Roch-Marc Christian Kaboré et le peuple burkinabé qui ne voyait plus en lui l'homme de la situation, notamment pour résoudre les problèmes sécuritaires liés à la menace djihadiste. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la tentative de coup d'État en Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est frontalière à la Guinée-Conakry et au Sénégal. Voilà. Il parle le portugais, c'est ça? Oui, c'est une ancienne colonie portugaise qui a obtenu... il faut savoir que, en réalité, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert formaient un même État jusqu'en 1974, lorsque ces deux îles accèdent à l'indépendance après une guerre civile qui avait duré près de 15 ans. Et puis, donc, les principaux partis politiques qui sont là-bas, ce sont des partis indépendantistes. Le PGAIC, qui est le parti guinéen pour le parti pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, c'est le nom qui est resté, même si, évidemment, le Cap-Vert, ensuite, les deux sont cédés et sont devenus deux États distincts parce que, étant donné les distances entre l'île du Cap-Vert et la Guinée-Bissau, les Cap-Verdiens estimaient que les Bissau-Guinéens ne prenaient pas vraiment en compte leurs aspirations. Ce sont les mêmes peuples qui ont eu Amilcar Cabral comme le même leader, et c'est lui qui a conduit ces deux pays-là à l'indépendance, même si malheureusement, lui, il mourra quelques mois seulement avant d'arriver à l'indépendance, il sera assassiné. Merci Jean-Paul. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On était avec Jean-Paul pour l'actualité internationale. Restez connectés dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5.